Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un format un petit peu spécial. L'idée, c'est chaque mois de pouvoir vous présenter une nouvelle personne et pouvoir discuter autour de sa pratique de l'activité physique. Aujourd'hui, j'ai choisi d'interroger Sarah. Bienvenue à toi, Sarah, et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Alors, avec Sarah, on a une relation un petit peu particulière puisqu'on partage le même toit depuis un certain nombre d'années. Et si j'ai choisi d'échanger avec Sarah sur le sujet, c'est justement parce qu'on se connaît bien et parce que j'ai pu justement, au fil des années, voir son évolution au niveau de l'activité physique. Et puis, si on se rappelle quand même à quelques années en arrière, ta pratique, elle n'était pas toujours la même, elle n'était pas telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ça. Et alors, certains d'entre vous se reconnaîtront sûrement là-dedans. Peut-être pas tous, mais j'espère qu'en tout cas, ça pourra vous inspirer un petit peu pour votre pratique. Alors, je te laisse un petit peu te présenter, déjà de manière, on va dire, globale, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet au fur et à mesure. Oui, pas de souci. Du coup, moi, c'est Sarah. Je suis infographiste dans une agence de communication. Je pratique l'activité physique au moins 5 fois par semaine, notamment la musculation, un peu de squash, un peu de vélo. Globalement, j'essaie de rester active autant que possible dans mon quotidien. Et voilà. Ouais, du coup, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que tu as une partie où tu es relativement sédentaire parce que tu es infographiste et que, sauf preuve du contraire, les infographistes ne travaillent pas... n'ont pas un travail actif. Donc là, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu sur comment tu procèdes. Et après, du coup, tu dis que tu fais 5 fois par semaine une activité physique. Donc là, que tu fais plutôt référence à une activité physique de loisir. Pour ceux qui ne se rappellent pas trop bien des différences, on en parle en fait avec Rodolphe Mongondry dans l'épisode numéro 4. Donc n'hésitez pas à retourner voir un petit peu l'épisode sur les bases de l'activité physique pour en savoir plus sur le sujet. Mais... de ce que je sais quand même, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu depuis quand déjà tu fais 5 fois par semaine des séances et surtout, comment ça s'est passé pour toi? Quelle était un petit peu ta vie d'avant pour qu'on puisse comprendre dans les grandes lignes, chronologiquement, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui fait que t'en es là où t'en es aujourd'hui, puisque ça fait quand même plusieurs années, donc on peut dire que t'es quand même sur un mode de vie actif qui soit régulier et durable dans le temps. Oui, on peut dire qu'il y a quelques années, mon activité physique n'était pas. Dans un sens où je pense qu'avant 2017, je dirais, je pratiquais pas d'activité physique, je sortais pas non plus marcher, faire des randonnées, je n'avais pas de chien à promener, j'ai toujours pas de chien à promener, mais... C'est vrai qu'on s'est quand même rencontrés, t'étais dans ton canapé, quoi. Voilà, après, c'est ça, je profitais un peu. Je passais beaucoup de temps dans mon canapé, je buvais beaucoup de coups, enfin on va dire la vie d'étudiante, mais pas la vie d'étudiante en STAPS. C'était une vie différente, mais... Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qui t'a fait, du coup, changer un petit peu ça, tu vois? Déjà, dans un premier temps, graduellement, le fait de rencontrer des nouvelles personnes qui soient plus actives, notamment toi, et des personnes que toi tu fréquentais dans ton entourage en STAPS. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément les mêmes non, pas du tout. cercles d'amis, les mêmes styles de cercles d'amis. Toi, t'es quand même plus, on va dire, issu d'un milieu artistique. C'est ça. De par déjà le graphisme, et puis après de par aussi la musique. Oui, c'est sûr que j'étais pas... dans mon entourage, on n'était pas déjà des grands sportifs, donc... Après, ça nous empêchait pas de vivre heureux, mais sédentaire. Heureux mais sédentaire, le titre d'un livre. Mais on réalise parfois, en fait, on se rend parfois pas compte du fait qu'on est sédentaire jusqu'à ce qu'on soit mis en contraste avec quelqu'un qui est actif.
Et là, on réalise que en fait, on bouge pas beaucoup, que par rapport à la norme, entre guillemets, on est vite essoufflé quand on marche, quand on monte les escaliers. On se rend peu à peu compte de ça quand on est confronté à des gens qui sont tout le contraire, en fait. Mais tu te souviens d'un exemple précis, justement, qui met en valeur ce que tu dis là, au niveau de l'essoufflement, où tu t'es rendu compte? Parce que est-ce que, avant d'être en contact avec du coup, des personnes plus actives, est-ce que tu avais déjà. Enfin, ça t'avait déjà fait-il que tu étais essoufflé? Enfin, est-ce que pour toi, c'était déjà un problème, tu vois, tu l'avais remarqué? Ou est-ce que tu t'en es rendu compte dans d'autres circonstances Non, plus pas précises? forcément. Parce qu'en plus, j'habitais au premier étage, donc j'avais pas une volée d'escalier à monter. J'étais relativement sédentaire. Je pratiquais pas d'activité spécialement, ni en loisir, ni dans le cadre d'un club. Donc j'avais pas vraiment l'opportunité de me rendre compte que j'étais pas en forme. Quand je faisais des randonnées, c'était jamais des randonnées très difficiles parce que c'était familial ou. Donc voilà, mais par contre, par exemple, quand on était se promener vers la Bastille avec tous les copains de Staps, là, je me suis rendu compte que, que moi, j'étais en train de perdre la vie, alors que vous galopiez tels des chevreuils Je me rappelle pas de cette. dans leur environnement naturel. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Là, on se dit, ah ouais, bon. C'est drôle parce que d'un côté, en fait, à cause de nous, on t'a créé un problème, tu vois. Parce qu'avant ça, t'avais pas forcément cette sensation-là. Et en fait, du coup, Enfin, il n'y avait pas de problème puisque t'en avais pas tant conscience que ça. Et puis le jour où tu t'es vraiment rendu compte, là, il y a un problème qui s'est créé, tu vois. Et je pense que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes qui sont peut-être pas forcément sensibles à l'activité physique, ont des loisirs qui sont un peu différents et éloignés de ça. En fait, tant qu'on s'en rend pas compte que c'est un problème, c'est pas un problème. Et puis après, ça peut devenir un problème, ça devient un problème quand vraiment on met le doigt dessus. Oui, oui, c'est ça. Et donc après, bon là tu t'en es rendu compte. Et ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit justement à ce moment? Je me suis dit que j'aimerais être plus en forme pour pouvoir pratiquer plus d'activités, aller me promener plus souvent, aller faire des randonnées, etc. Parce que ça me donnait envie, en Ouais, fait. t'avais un peu cette attirance pour Ouais. Ce qui est pas toujours le cas, tu vois, des personnes qui sont pas actives. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'appétence au premier abord, en tout cas. C'était mon Surtout cas. quand c'est difficile, Oui. en J'avais fait. pas spécialement d'appétence pour ça jusqu'à ce que ça commence à arriver petit à petit dans mon entourage et que ça s'intègre. Et en fait, finalement, à force de voir des gens autour de nous qui le font et puis qu'on nous propose, tu veux venir jouer au volley ou tu veux venir faire ci et en fait, ça donne envie parce que déjà, il y a la nouveauté, il y a le fait qu'après coup, on se sente bien, ça défoule. Enfin, on se rend compte des bienfaits une fois qu'on commence à le faire. Mm, mm. Et là, tu mets bien en avant, du coup, le côté social. C'est-à-dire que toi, le déclic, il s'est fait à travers ça, à travers tes relations sociales. Et en même temps, le côté social, il y a des côtés qui sont pas toujours positifs. Je repense à ce que tu me disais il y a pas très longtemps quand on discutait de ça, et tu me parlais un peu de l'étiquette que tu avais. Tu vois, il y avait le côté, nous, on était tous en STAPS, donc on faisait nos études dans le sport. Donc on était un peu considérés comme des sportifs avec cette étiquette-là. Et puis après, t'as tous ceux qui font pas du tout de sport, qui à l'inverse, sur leur front, c'est vraiment écrit non sportif. Et ça, je me souviens que c'est un truc que que tu m'avais évoqué. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé. Mais comment tu peux le préciser un peu et comment tu l'as vécu un peu ça, tu vois? Je m'y suis faite en fait, hein, parce que j'ai jamais été bonne en sport. Au collège, j'étais mauvaise dans tous les sports. Au lycée, j'étais mauvaise dans tous les sports collectifs, les sports de On m'a lâché une raquettes, petite larme. les sports, les sports d'endurance. Enfin, en gros, j'étais maladroite, j'étais malhabile avec une raquette, je tiens pas sur des objets roulants, des rollers, je suis pas spécialement quelqu'un de très adroit, ni de très rapide, ni de très endurant. En fait, j'ai jamais été vraiment très athlétique et ça s'est ressenti dans mes pratiques sportives, on va dire. Mais après, je suis pas mauvaise perdante, je suis pas quelqu'un qui déteste perdre ou qui donc en soi, bon
tant pis, quoi. Je perdais tout le temps, et puis voilà. Mais là, Mais j'avais clairement... j'ai toujours perdu en sport, et j'ai jamais été bonne, et du coup, forcément, ça... On se dit, bon, bah, ouais, je suis pas sportive, quoi. ok, et tu... Bah, là, du coup, j'arrive pas à savoir si t'en parles comme au passé ou comme si c'était encore au présent. Mais Non, c'est encore comment un tu te peu le sens cas. C'est maintenant par encore un rapport à peu. Bah, ça? je me sens beaucoup plus en forme. Je sens que ma forme physique s'est nettement améliorée, que j'ai progressé dans beaucoup de choses, que j'arrive à faire des choses que j'étais incapable de faire avant. Après, forcément, j'ai pas cette pratique durable depuis que je suis petite où j'ai pu me développer vraiment dans un sport en particulier. Donc, je suis moyenne. Donc forcément, quand je vais faire du sport avec des gens qui, eux, ont fait du sport toute leur vie, je serai toujours moins bonne. Mais c'est pas grave, Ouais, c'est pas quelque chose qui te dérange. non? Et en même temps, quand je t'écoute, je me dis, mais c'est pas forcément vrai, tu vois. Enfin, c'est sûr que quand tu fais du sport depuis longtemps, que tu pratiques depuis des années, tu développes une certaine condition physique qui fait que après, peu importe le sport, tu auras quand même une sorte de base, tu vois. Alors même si on peut dire qu'il y a une grosse différence entre les sports d'endurance et les sports plutôt de rapidité, et c'est sûr que c'est pas le même, ça demande pas la même condition physique, mais il y a quand même des bases qui se retrouvent. Et puis après, il y a le côté où, effectivement, moi, je l'ai aussi beaucoup constaté. Quand on s'est rencontrés, bah, tu avais ce côté plus maladroit, pas forcément très coordonné. Mais en même temps, ça a vraiment changé. Et je trouve que ça a vraiment évolué pour toi. Mm. Euh, Maintenant, on peut pas dire que tu sois pas coordonné. En plus, tu fais du step. On voit très bien que tu as de la coordination. Le step, c'est quand même une activité qui demande particulièrement de la coordination. Et toi, tu l'as. Et après, au niveau de la maladresse, pareil, il y a quand même c'est quand même le jour et la nuit, tu vois. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça impacte, tu vois, comment tu te sens maintenant et comment ça influence peut-être bah, l'étiquette que tu avais sur toi au début et que tu sentais, l'étiquette de non-sportif que tu te, que tu te sentais, quoi. Bah, l'étiquette qu'on a sur soi, de toute manière, c'est celle qu'on se donne. Donc maintenant, je peux plus dire que je suis pas sportive et que je suis pas quelqu'un d'actif parce que je pratique plus que la moyenne des gens. J'ai progressé, je me débrouille bien, j'ai une bonne condition physique. Donc non, j'ai plus cette étiquette-là d'une personne qui est pas active ou d'une personne qui est pas sportive. Par contre, c'est vrai que de mon entourage et du fait que je fréquente des gens qui, eux, ont été sportifs toute leur vie, bah, j'ai toujours cette étiquette, entre guillemets, je suis pas... je suis excellente dans aucun sport et je sais que... c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est parce que tu recherches. Mais Non, c'est pas ce que c'est je cool que recherche. tu dises, tu vois, que l'étiquette, c'est toi qui te la colle, en fait. Bah, c'est vrai. Parce que ouais, ça peut vouloir dire que c'est finalement l'image qu'on a de soi qui importe. Hmm. Et bah, si on travaille un petit peu sur ça, peut-être qu'on peut se sentir plus à l'aise aussi. Bah oui, c'est pas parce que je perds encore dans la grande majorité des sports que je pratique en loisir. C'est pas pour ça que je suis pas sportive ou que je suis pas en forme ou que je suis pas. Surtout que c'est pas le cas parce qu'effectivement, je pense que tu pratiques beaucoup plus que Oui, la je pratique moyenne beaucoup. et malgré un travail qui est relativement sédentaire, tu arrives à avoir une activité physique qui soit quotidienne. Mm. Comment est-ce que tu fais du coup pour combiner un travail qui est très sédentaire et un télétravail puisque tu travailles de la maison? Comment tu combines ça et sur quoi est-ce que tu essayes d'agir? Comment tu t'organises par rapport à l'activité physique? Ben déjà, j'ai la chance de pouvoir télétravailler et d'avoir un espace de travail qui soit organisé, qui soit adapté à moi. Donc d'avoir un bureau que je puisse mettre en position basse ou haute, d'avoir un tapis de marche que je puisse utiliser pour faire de l'activité pendant que je travaille plutôt que de rester assise. Donc déjà ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre là sur la dernière année et demie, globalement après la fin du confinement, un an après. Et ça, c'est quelque chose de super, de vraiment bien, quand on a un travail assis, de pouvoir se lever, de pouvoir marcher régulièrement. Ça fait une différence dans le mal de dos, dans la raideur. Et après, en ce qui concerne vraiment la pratique de l'activité physique, à proprement parler,
Je fais en sorte de la faire avant tout le reste de ma journée. Parce que je suis sûre que si je me lève plus tôt le matin, je n'aurai pas d'excuses. Je pourrais pas me trouver d'excuses. Si j'y allais le soir, je me connais, je sais que j'ai fini tard, j'ai plus le temps, je vais me coucher T'as tard. En plus plus, de il risques fait de pas louper, beau. J'ai quoi. complètement plus de risques de louper. J'ai une réunion, j'ai un imprévu. Alors que si je me lève le matin, que je vais à la salle, que je fais ma séance de sport et qu'après je fais ma journée, bah c'est fait en fait. Je sais Ouais. qu'il y a rien Et qui puisse. en plus de ça, le matin, on va dire que t'es à peu près sûr qu'à l'heure où tu te lèves, il y a personne qui est Oui, debout c'est ça. pour te mettre des bâtons dans Voilà. les roues. Donc, Après, c'est un choix de mode de vie. C'est-à-dire qu'on se lève très tôt, mais moi j'aime le fait que justement il y ait personne, que ce soit calme, que je sois tranquille. C'est mon moment où je me lève, je fais ma séance de sport, je m'entraîne. Et après, je commence ma journée. Et du coup, je suis libre après de faire tout ce que je veux. Donc, je commence ma journée de manière active et je suis graduellement de moins en moins active. mais, Jusqu'au mais, soir. mais t'as quand même trouvé cette astuce-là du tapis Mm. ou même du bureau qui est réglable. Mm. Tiens, d'ailleurs, bah, juste pour peut-être les personnes qui se poseraient la question ou qui auraient déjà imaginé ça, bah, on peut avoir tendance à penser que c'est super excessif d'investir là-dedans. Est-ce que tu te souviens, toi, à peu près, parce que moi, j'avoue que je sais plus du tout combien ça peut Oui. coûter. Oui. Alors, bah, déjà, pour les bureaux électriques, il y a plusieurs types de bureaux. Par exemple, ma sœur, elle a acheté juste l'armature, donc juste les tréteaux électriques, et elle a mis une planche en bois dessus. Donc elle, ça lui a coûté beaucoup moins cher. Le bureau, elle a dû payer ça peut-être 200 ou 250 euros. Moi, j'ai acheté à Ikea un bureau entier qui se monte et qui se lève et qui est assez grand, qui a coûté, si je me souviens bien, 600 euros. Donc pour moins de 1000 euros, on peut très facilement avoir un bureau. Après, je dirais faut compter entre 200 et 800 euros selon vraiment la taille de l'espace de travail dont on a besoin. Après, c'est un investissement, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel c'est ton outil de travail, en fait. Ah oui, Donc, bah moi ça m'a changé la vie parce qu'avec je me suis blessée au niveau de la colonne vertébrale et le fait de pouvoir me lever et marcher et me rasseoir, me lever, changer de position, ça a fait une différence incroyable sur ma ouais. qualité de vie. Bah, c'est ça, sur les troubles Ah musculo-squelettiques, oui, sur bah, tout ce qui est lié mm, justement à la posture, au travail, t'as raison. Hein. c'est ça. Et par rapport au tapis, du coup, tu te souviens? Oui, le tapis de marche, il m'a pas coûté très cher, il a dû coûter autour de 200 euros, je dirais. Donc pareil, ça dépend du modèle, etc. Mais c'est pas des tapis qui vont très vite. On n'a pas toute la partie pour les mains, l'armature, tout ça. C'est vraiment juste un petit tapis qui Qu'on va glisse jusqu'à sous le 4-5 bureau. km/h, hop, qu'on glisse sous le bureau avec des petites roulettes. Je pense qu'on peut en trouver même les premiers prix qui vont un petit peu moins vite à partir de 150 euros. Donc on va dire, si on est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un très grand bureau, déjà pour 300 ou 400 euros, on peut avoir le bureau et le tapis, quoi. Ouais, donc C'est un investissement qui vaut qui peut vraiment le valoir coup. le coup. Ah oui. Et puis, il faut pas hésiter à demander aussi, Mm. donc pour ceux qui font du télétravail, bien sûr, à demander à votre entreprise. Oui. Oui, moi Ce c'est qui- ça, c'est mon employeur qui a financé mon bureau Et toi, le tapis, quoi. et moi le, Mais, et moi le tapis, c'est ça. et puis après, en plus, il y a aussi des entre-deux. Il y a également les Swiss balls, donc les gros ballons qui permettent de... En fait, quand on est assis justement sur un gros ballon, on n'a pas le dos qui est enfoncé dans le dossier, donc on est obligé d'essayer de maintenir une certaine posture, de se tenir droit, de travailler du coup un petit peu plus au niveau de la musculature. Ce sont aussi des alternatives qui permettent d'améliorer un petit peu tout ça. Mm. Et, et donc pour en revenir peut-être plus à... Bon, bah là, c'est ton organisation. Mm. Donc, ça n'a pas été ça d'un coup. C'est-à-dire que Non. c'est pas le jour où tu t'es dit, faudrait que je sois un peu plus actif, que tu as mis en place tout ça. Comment ça s'est passé? Moi, j'aime bien aller sur du concret pour que ça parle un peu à tout le monde. Bah, comment tu t'y es pris et comment ça a évolué dans le temps? Déjà, depuis quand? Depuis 2017, quand j'ai intégré mon premier emploi à la sortie de mes études. Et comment je m'y suis mise? Bah, encore une fois, via le contexte un peu social. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une entreprise et dans une équipe où mes collègues allaient à la salle de midi ensemble. Ils étaient tous inscrits à la salle de sport et puis ils allaient je sais pas, que ce soit pour discuter en marchant sur des tapis ou aller faire des machines de musculation. Et du coup, bah forcément, quand autour de nous, les gens avec qu'on fréquente et avec qui on reste pendant la pause, bah, on a envie de partager des activités avec eux. Donc c'est là où je me suis dit, bah moi aussi je vais aller voir pourquoi j'irais pas à la salle avec eux. Et c'est avec mon ami Guillaume qui lui était en surpoids à l'époque et moi aussi j'étais en surpoids également.
Et en fait, on s'est motivés ensemble un petit peu l'un l'autre parce que j'ai commencé à aller en même temps que lui, puis il m'a introduit un petit peu à la salle, à la musculation, parce qu'il avait beau être en surpoids, il est quand même, Oui, il était vraiment costaud. il était Ouais, ouais. vraiment costaud, puis il pratiquait déjà lui un petit peu la musculation de son côté, donc il m'a introduit, il m'a montré, puis en fait, ça a accroché, quoi, ça a collé l'ambiance de la salle, le fait d'y aller ensemble, petit à petit, bah, on s'est fixé un certain nombre de jours dans la semaine, et puis on faisait des séances, et on y allait, et en fait, bah, on n'a jamais arrêté d'y aller. Ouais, ça c'est. Ouais. En fait, c'est vraiment. En plus, Guillaume, c'est vraiment ton partenaire de Ouais. pratique. C'est-à-dire que même si vous habitez pas du tout dans la même ville, Ah ouais, encore vous, aujourd'hui, vous en parlez. on s'envoie des vidéos quand on s'entraîne, on s'envoie des vidéos de nos exercices. Enfin, c'est encore quand je le vois, on va à la salle ensemble. C'est resté un lien. Ouais, c'est chouette. Et avant ça, il me semble qu'il y avait quand même autre chose. C'est-à-dire que là c'est quand t'as Ça, intégré c'est le quand je me suis travail. mise à la musculation. Mais il y avait aussi. Enfin, il me semble bien que t'as commencé par un programme Oui, j'avais chez fait. toi Oui, oui, c'est ça. que t'avais trouvé sur Internet. Avant ça. Ouais, avant ça, bah, au moment où justement j'ai commencé à me rendre compte que tout le monde était plus actif et que moi j'étais vraiment. J'étais au bord de l'évanouissement après 3 escaliers. J'ai trouvé un programme sur Internet, certains le connaissent peut-être, j'ai fait le programme Insanity, qui était sur, je sais plus, peut-être 10 semaines ou 12 semaines, quelque chose comme ça, où c'était des entraînements tous les jours, c'était très cardio. Donc c'est sûr que ça a bien fonctionné pour me remettre en forme, ça m'a mis dans le bain, et en fait, le fait que ce soit structuré, qu'il y ait un nombre de séances, qu'il faille le faire, moi c'est quelque chose qui marche avec moi. Ouais, parce que Quand t'as je quand même ce commence quelque caractère-là. chose, C'est il ça. faut que je le termine. Si j'ai un objectif, je peux pas. C'est comme les choses toutes bêtes, les séries pas sur la montre, les cocher tous les jours quand on fait. Alors ouais, avec moi, c'est radical. Quand je commence, après, ça me. C'est vrai que t'as vraiment ce caractère-là d'être déterminé dans les choix que tu fais, tu vois. Bah, c'est surtout D'y un peu aller et d'y aller à fond, on va la dire. psychorigidité de si je rate un jour, il va manquer une croix dans le calendrier et ça va m'énerver. C'est surtout, c'est surtout ça. Ça a du bon quand même d'être un peu psychorigide. Voilà. Si certains se reconnaissent là-dedans, regardez ce que ça peut donner, c'est assez chouette. C'est ça, si on coche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans un calendrier et que le mardi il manque une croix, moi non, ça va m'énerver, c'est pas possible quoi. Et tiens, Donc, est-ce que tu vois un peu... parce que là, on voit où ça t'a mené d'être un peu psychorigide comme ça. Mais est-ce que tu te souviens quelle a été la limite ou quelles ont été les limites à cette psychorigidité tout au long de ton parcours? ah bah c'est facile, c'est que dans ces cas-là, c'est un peu entre guillemets tout ou rien. C'est-à-dire qu'on est dans une super suite, tout se passe bien, et puis le moment où vraiment il y a un imprévu, où on va casser ça, où oh là là, j'ai raté mon objectif de pas, bon bah c'est dur de relancer, c'est très facile du coup de enchaîner plein de jours où on coche aucune case. Et t'as le souvenir de quelque chose comme ça, justement? Bah déjà quand quand je me suis blessée, de là ça a été vraiment dur de reprendre une activité aussi régulière parce que c'était en dents de scie. Je pouvais pas, je m'entraînais, j'avais mal, j'y allais pas. Donc comme il n'y avait pas ce côté-là un peu structuré, où je savais que je pouvais faire toutes mes séances et y aller, bah, j'avais beaucoup plus de mal à me mettre dedans et à être motivée, et à être intéressée, quoi. Quand j'ai raté ma première, la grande suite de pas de 2022. Oui, parce qu'il faut savoir que tu avais une suite de pas, alors je me rappelle pas de combien de pas, mais... C'était 240 jours à peu près. 240 jours où C'était quoi ton nombre de pas? C'était 8000 pas, quelque chose comme ça. Ouais, 240 jours où elle avait réussi à faire 8000 pas par jour pendant 240 jours. C'était vraiment incroyable comme suite. Et puis là, t'as ce jour-là où... J'ai oublié. Où t'as oublié quoi 47 pas. 40. C'est tellement marquant qu'elle a le nombre en tête. Ouais. 47 pas qui a le tout... lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit... j'ai pas fait mes pas. J'ai regardé ma montre avec toutes les coches là et j'ai vu, je me suis dit, oh non, te rappelles pas, je t'ai dit, on était en train d'aller à la salle, je t'ai dit, j'ai pas fait mes pas.
Si, je me rappelle, mais bon, t'as rebondi, et c'était ça Ah oui, le mais mieux j'ai mis dans un peu de temps l'histoire. à rebondir, hein. Oui. Je pense que les 10-15 jours derrière qu'on suivi, je suis plus allée faire ma promenade matinale. Il y avait quand même un peu un deuil à J'avais faire pas, là-dessus. ouais, j'avais pas le même drive, quoi. Donc, Mais du coup, bah, tu vois, on peut aussi... enfin, c'est vrai que ça souligne quand même un peu l'addiction qu'on peut avoir aux montres connectées ou Ah aux oui, applications complètement. de suivi. De toute manière, dans tout, il y a du bon et du moins bon. Bah, Euh, le mauvais se trouve toujours dans l'excès. De c'est manière, en c'est général, c'est vrai. toujours ça, quoi. Exactement. Mais bon, après, je trouve que quand on se lance dans quelque chose comme tu l'as fait, on peut pas, enfin, dans n'importe quel truc, on peut pas faire parfait. Et on est obligé de passer un peu par des petites boulettes comme ça. Mm. Parce que maintenant t'es à combien en termes de suite de pas là? Parce que là, le record, il est largement Le battu à record plat est de largement. couture. Ouais, je crois que je suis à 400 et 450 quelques. et quelques. Ouais, Ouais, plus d'un an. Mon objectif, c'était 1 an à la base. Et là, je Bon, l'ai dépassé. j'ai presque envie de lancer un concours là pour celles et ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues à Sarah Ah ou qui non. veulent faire concurrence. Mais attends, par contre, là, tu y as pensé, si jamais tu rates ta suite de pas, Ouais. qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pense que je pourrais pas en recommencer une. Le deuil serait trop grand. Le deuil serait double cette fois-ci. Ouais, je sais pas. Mais du coup, c'est d'autant plus motivant parce que, mine de rien, oui, ça, c'est complètement. C'est assez excessif, ça, ce côté-là. Le soir, des fois, quand il me manque 500 pas et que je suis en train de marcher Dans l'appart. dans l'appartement, ça a un côté un peu ridicule. Mais par contre, c'est vrai que si le soir, il va me manquer 2000 pas parce que j'ai pas été très active, parce que j'ai pas fait grand-chose, ça va me motiver à bouger mes fesses, à me dire, bon, je vais aller faire une promenade parce que j'ai pas envie de péter ma suite de 450 jours de pas. Et donc, oui, il y a le mauvais du fait d'être un peu. On peut avoir un côté obsessionnel, mais d'un autre côté, bah, ça, je me bouge, quoi. Ouais, ça te fait passer à Mm, l'action et c'est non ça. mais c'est sûr, c'est une forme de motivation un peu Pour moi, ouais, c'est le Enfin, c'est une renforcement, c'est impulsion. renforcement positif un peu pour moi, le Mm. fait de voir. T'as la Il y a des gens, gratification c'est ça. Il y instantanée a à des chaque gens jour chez qui qui ça passe. marche et il y a des gens chez qui ça marche pas, mais alors moi, c'est. C'est vrai que t'es le cobaye parfait pour Ouais, ça. très sensible à ça, ouais, Et alors, qu'est-ce qui t'a... Enfin, est-ce que ta motivation, j'imagine que bien sûr qu'elle a évolué Mm. au fil du temps, quelles ont été, on va dire, tes premières motivations? Et tu vois, c'est un peu la même chose, moi, quand j'accompagne des gens, j'ai des exemples en tête où bah, je me rappelle qu'au début, parfois la motivation, ça va être de perdre du Mm. poids ou ça va être de ressembler à tel ou tel, on va dire, profil. Et puis au fil du temps, peut-être quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, finalement, bah, ça, c'est plus ce qui m'intéresse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de prendre du plaisir Mm. dans ci ou ça. Enfin, je veux dire, les motivations, elles fluctuent. Mm. C'est pas, on n'a pas une motivation qui restera la même pour toute la vie. C'est pas trop possible ça. Par contre, on peut la nourrir. Et toi, comment est-ce que tu la nourris et quelles sont en fait tes motivations ou quelles ont été tes motivations? Mes motivations à l'origine, c'était les motivations classiques, je pense, de beaucoup de personnes qui se mettent à faire de l'activité physique. Forcément, oui, perdre du poids et être plus en forme pour pouvoir pratiquer des activités dans la vie quotidienne et pas avoir ce sentiment d'être toujours un pas en arrière et d'être toujours la plus fatiguée, la moins endurante, etc. Donc ça, c'était mes motivations à la base. Et puis ensuite, petit à petit, c'est de perdre du poids, c'est passé à me muscler, prendre plus de muscles, parce que bah, je me suis mise à la musculation avec Guillaume. Et du coup, c'est une forme de résultat quand on va à la musculation, c'est d'avoir des muscles. Donc, C'est assez bien résumé. Bon, c'est ça. c'est avoir des muscles, mais après, ça peut être pour différentes C'est ça, raisons, en fait. bah, c'est ça, pour déjà avoir moins de problèmes de dos, avoir moins mal au dos, parce que le poids et les douleurs au dos, c'est quand même deux choses qui sont très reliées. Dans mon cas, j'ai toujours été sensible, j'ai toujours eu des soucis de dos, donc c'était important pour moi. Et dès lors que j'ai commencé à perdre du poids, j'ai senti tout de suite que j'avais moins de douleurs, que ça allait mieux. Donc voilà, et puis me muscler pour être plus athlétique, pour avoir un physique qui me plaisait plus aussi. Parce que à la base, c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait, le fait d'être plus musclé ou de développer des muscles ou d'avoir un physique comme ça. Mais en fait, pareil, le faire en se mettant à la muscu, le fait de voir des gens justement qui avaient des muscles plus développés, des physiques plus athlétiques, bah, ça donne envie. Enfin, moi, ça m'a donné envie
de développer aussi, ma musculature. Et après, petit à petit, ça s'est transformé plus en objectif de performance parce que j'ai commencé à pratiquer la force athlétique. Ouais, tu peux peut-être un peu expliquer ça parce que c'est pas une discipline qui est si C'est un sport courante. C'est un sport de niche. C'est un sport de niche. Bah, c'est une branche de la musculation, mais explique un petit peu ce que c'est, comment est-ce que ça se passe et quels sont les objectifs de... Et ben, c'est un sport de force. Donc en gros, si on résume ça très grossièrement, l'objectif c'est de porter des choses lourdes. Après, dans les sports de force, c'est un peu un dérivé de l'haltérophilie. Je pense que beaucoup plus de gens connaissent l'haltérophilie parce qu'on voit ça aux Jeux Olympiques. Et attends, parce que du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui confondent haltérophilie et bodybuilding. Ah oui, non, ça, le bodybuilding, C'est du deux culturisme. choses. Oui. Voilà, c'est déjà quand même deux choses Oui. qui sont très différentes. Bah, explique un peu globalement pour que ça donne un peu de sens. Le bodybuilding, donc le culturisme en français, c'est une pratique qui porte à cultiver. C'est vraiment la culture du physique, c'est-à-dire l'époque un peu classique des Arnold Schwarzenegger, des cultures, des physiques même un peu de la Grèce antique, tout ça, du corps, vraiment le corps, un petit peu l'homme de De Vinci un petit peu. Donc Ouais, le côté vraiment l'homme ou la femme, la musculature côté esthétique. Bon, après poussé à l'extrême, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça va être ça. Donc ça va être la musculation pour cultiver son corps. Pour avoir un beau corps. Pour avoir un beau physique, c'est Voilà. ça. Pour avoir vraiment un beau physique et le physique le plus musclé, le moins gras possible. En revanche, par contre, l'haltérophilie, la force athlétique, c'est vraiment des sports de performance. Donc si on va vouloir développer ses muscles, ça va être pour pouvoir produire plus de force et pour pouvoir être plus performant dans le sport. Donc l'haltérophilie, c'est par exemple quand on voit des athlètes qui jettent la barre au-dessus de leur tête, par exemple, de l'arracher ou de l'épaule jetée, ça, c'est un sport qu'on voit aux Jeux Olympiques. Et la force athlétique, c'est un sport dans lequel on va pratiquer le développé couché, le soulevé de terre et le squat. Ouais, c'est vraiment ces trois... C'est vraiment, tout comme en haltérophilie, on va avoir l'épaule jetée, l'arraché. Et ben là, en force athlétique, et un troisième que je ne sais plus, et là en force athlétique, on va avoir le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Ok, et alors toi, pourquoi avoir choisi, je sais pas, la force athlétique plus que l'haltérophilie? Et qu'est-ce que t'aimes bien du coup là-dedans? La force athlétique plutôt que l'haltérophilie parce que naturellement, quand on pratique la musculation, le squat, le développé couché et le soulevé de terre, c'est des exercices c'est très probable qu'on va les faire un de moment base. ou un autre. C'est vraiment des basiques. exercices de base, c'est des exercices fonctionnels, se ramasser, soulever quelque chose, plier ses jambes, porter quelque chose. Quand on dit fonctionnel, c'est que ce sont des mouvements un peu types de la vie quotidienne, entre autres. C'est-à-dire que ce sont des, comme tu dis, pousser, Déjà, se puis ce baisser. sont des mouvements qui sollicitent beaucoup de groupes musculaires en même temps. Donc, par exemple, tirer avec le soulevé de terre, on peut le pratiquer pour solliciter toute la chaîne postérieure. Les érecteurs, les ischios, les fessiers, les dorsaux, etc. Alors que le squat, ça va être poussé avec ses jambes. Donc, on va solliciter beaucoup les quadriceps, même encore les fessiers, etc. Et puis, quant au développé couché, c'est pousser des objets, en fait. Donc, on va faire les triceps, les pectoraux, les épaules. Donc forcément, quelqu'un qui va vouloir développer ses pectoraux ou développer ses quadriceps, développer ses ischios, à un moment donné, dans son programme, c'est très probable que cette personne ait du développé couché, du squat et du soulevé de terre. Alors que de l'épaulé jeté, de l'arraché, du clean, c'est beaucoup plus technique en fait. Des disciplines sont beaucoup plus techniques et c'est pas des exercices qu'on va voir dans n'importe quel programme de musculation. C'est plus dans le monde du CrossFit par exemple. Même si c'était là bien avant le CrossFit, mais c'est plus des exercices qu'on va pratiquer dans des box de CrossFit, on voit moins en voir dans des salles de musculation classiques, entre guillemets, quoi. Mm-hmm. Donc c'est comme ça, en fait, et à force de pratiquer, j'aimais ces exercices, justement, parce que il y avait ce côté performance où on pouvait mettre des grosses charges dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert par hasard qu'en fait, il se trouve que c'était un sport. Et que du coup, tu t'es un petit peu plus investi dedans jusqu'à 2018, je crois. Problème de dos, c'est à ce moment. Presque, 2022. Voilà, j'étais presque, hein, franchement, 4 ans près. 2022, voilà, problème de dos.
t'es obligée enfin, t'es contrainte d'arrêter Je suis allongée. la force athlétique, t'es allongée. D'ailleurs, tu t'es fait mal, c'était lié quand même un peu au sport et on va dire à ta charge d'entraînement. À une mauvaise gestion de la fatigue, de la charge d'entraînement et de la fatigue de la vie générale. C'était vraiment un mix de tout, quoi. Ouais, le corps, en fait, qui dit stop, quoi. C'est ça, je me suis pris un stop. Et pour autant, tu reviens sur le ring en quoi 2023, 2024. Bon, t'as continué de pratiquer différemment, t'as pas été inactif pendant ces 2 années. Comment t'as fait pour traverser cette période qui était quand même assez intense et très handicapante pour toi? Oui, bah, c'était super difficile parce que on a l'habitude de marcher, de faire plein d'activités, d'aller à la salle au moins 5 fois par semaine. Et puis là, d'un coup, on se retrouve à pas réussir à mettre ses chaussettes, coucher dans son lit toute la journée, à souffrir le martyre. Du coup, forcément, ça met un choc. Mais donc, il y a eu au moins 1 ou 2 mois pendant lesquels j'ai stoppé complètement la salle, j'ai stoppé complètement. Au début, j'ai commencé à essayer quand même de faire, et en fait, non, c'était pas possible. Et après, ben, tant pis, je m'y suis remis, je me suis dit, ben, je mets de côté tout ce qui me fait mal, je le fais pas. Tout ce qui sollicite trop mon dos, je le fais pas. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à incrémenter. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je peux pas faire de la force athlétique, bah, à la place, je vais faire de la musculation. Je vais faire des biceps, des triceps, je vais commencer, parce que, mine de rien, j'ai quand même perdu pas mal de force, j'ai perdu un peu du muscle. Sur toute cette période, j'ai repris un peu du gras. J'ai perdu la forme physique vraiment que j'avais. En plus, c'est arrivé à un moment où j'étais vraiment à la meilleure forme que j'avais eue dans ma vie. Donc j'avais perdu un peu tout ça. On perd forcément l'envie de s'entraîner, la motivation, comme tu dis, et c'est dur de l'avoir parce que les choses qui nous motivaient, elles sont plus là. Donc là, c'est pas la motivation qui m'a... C'est pas la motivation, c'est la... T'es passé en pilote auto un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Après, t'avais quand même... C'était la motivation de me dire, si un jour je veux reprendre, il faut passer par cette phase où je vais devoir contourner, prendre le chemin long, et puis un jour, petit à petit, ça va guérir, mais en attendant, il faut quand même faire des choses, parce que sinon, on lâche et on arrête, quoi. Et t'as jamais eu justement cette pensée qui disait, mais en fait, pourquoi je m'embête, tu vois? Enfin, parce que, bon, là, c'était quand même ancré depuis un certain nombre d'années, mais tu peux vite avoir, alors surtout quand on reprend l'activité physique, on peut vite avoir ce truc de c'est trop dur, j'y arriverai pas, ou on peut vite avoir un peu des pensées comme ça limitantes, et finalement, bah, plus aller à la salle et tout arrêter, quoi, et redevenir, enfin, retomber dans quelque chose qui est complètement irrégulier. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Et puis, bah, qu'est-ce qui fait que t'as pas lâché, tu vois? Parce que t'aurais pu très bien te dire, en fait, c'est bon, quoi. Enfin, finalement, l'activité physique, ça brise le corps, parce que la preuve, je me suis fait mal au dos, tu vois, ça aurait pu faire naître chez toi quelque chose de... Déjà, le nombre de personnes qui m'ont dit, ah, mais tu fais encore du soulevé de terre, du squat, mais t'as pas peur de te refaire mal au dos, ou... Bah non, en fait, enfin, c'est pas le sport qui me fait mal, c'est... La manière, quoi. C'est la manière, c'est parce que j'ai peut-être pas été assez rigoureuse dans mes postures, j'ai mal géré ma fatigue, je sentais que j'en avais trop et j'avais envie d'en faire encore plus. Donc non, c'est le sport, c'est pas le sport qui va me casser, c'est le sport qui va me guérir. Ouais, c'est les modalités. Tu vois, ce que tu dis, ça me fait tellement penser à... Il y a beaucoup de gens qui pensent que faire de la course à pied, c'est mauvais pour les genoux, c'est mauvais pour le dos, c'est mauvais pour tout un tas de trucs. Et en fait, souvent, c'est la manière de faire. C'est ça, en fait. Bah oui, si du jour au lendemain, court 0 km et du jour au lendemain va courir un marathon, bah oui, il va finir sur les mais rotules. même sans aller si loin, si du jour au lendemain, tu passes à 20 minutes alors que tu cours jamais, en fait, même si 20 minutes, ça paraît rien, c'est déjà trop, en fait. Et donc, penser à ça, c'est que souvent, c'est la manière... Avant de se dire, non, le sport... Enfin, c'est le sport qui est mauvais pour moi. Non, c'est peut-être... c'est pas vous qui êtes mauvais pour le sport, mais c'est plutôt la manière dont vous pratiquez qui va pas, en fait. Et alors, commencez déjà à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être d'un peu différemment, et puis à voir si, au contraire, bah, y a quelque chose qui bouge. Finalement, ça passe, donc je peux continuer.
Ouais, faut pas tout de suite se dire non, c'est bon, c'est mort, je change de sport. D'autant plus si vous avez envie de vous tourner dans un sport particulier, ce serait trop triste de devoir changer comme ça. Et puis en plus de ça, alors c'est vrai que toi, ça t'a pas... Comment dire, t'es pas passé par ce chemin-là, mais il existe après l'activité physique adaptée, par exemple. C'est-à-dire que les enseignants d'activité physique adaptée, on va pouvoir s'adapter en fonction des besoins, des capacités des personnes. Et donc, avec une même pratique, enfin avec un même sport, par exemple, une même discipline, eh bien, on va la modifier un petit peu. On va modifier certains paramètres pour que ce soit faisable de pratiquer en toute sécurité, sans se blesser, en prenant du plaisir. Il y a des choses comme ça qui sont possibles. Hein. C'est pas parce qu'on a mal au dos, c'est pas parce qu'on a un problème de santé, c'est pas parce qu'on a un problème de genou, d'épaule, de ce que vous voulez que on peut plus faire en fait. Maintenant, on n'est plus dans une ère où si j'ai de l'asthme, je peux pas faire de sport par exemple. Ça c'était vraiment à l'époque de nos parents où dès que à l'école il y avait un enfant qui avait je sais pas un problème de santé, de l'asthme ou peu importe, et tout de suite il y avait une dispense. Ah, moi j'étais tout le temps dispensée. Hein. Et toi, ouais, ça a peut-être été ton cas, donc c'est même pas si vieux que ça au final, parce que même quand on était jeune, je me rappelle plus trop moi, mais ah ouais, t'étais dispensée déjà. J'avais des problèmes de dos et j'étais du coup tout le temps dispensée. C'est un peu, alors que maintenant c'est vrai que ça se fait quand même moins, et heureusement, comme par exemple des personnes qui ont du diabète, etc. Heureusement que maintenant on dispense pas tout le monde en fait, parce que c'est quand même, c'est plutôt, on devrait dispenser certaines manières de pratiquer l'activité physique ou le sport, mais pas l'activité en elle-même, quoi. Donc, et puis toi, donc, t'as quand même couplé, parce que là, t'en parles pas, mais t'as quand même couplé ta reprise et ta guérison, on va dire, avec des soins de kinésithérapie. Oui, c'est aussi ça, parce que ça, c'est... Ça, et le fait d'avoir été suivi par mon kiné Clément. Si tu nous écoutes. Merci Clément, si un jour tu écoutes ce podcast, parce que c'est vraiment ça qui m'a sauvée. Hein. Je suis allée le voir, j'avais le bassin là, les épaules là-bas, j'étais à l'agonie, et il m'a suivi toutes les semaines depuis peut-être j'ai dû le voir 2 ans, hein, ça fait même plus, c'est ça. Que 2 ans, ouais. C'est ça, et encore aujourd'hui, quand j'ai mal et que je vais le voir, il me manipule et ça va mieux. Mais en tout cas, une chose qui m'a jamais déconseillé, c'est de rien faire. Enfin, il m'a jamais conseillé de rien faire. Ouais. Il m'a jamais déconseillé de faire de l'activité. Il m'a toujours dit si la douleur n'empire pas quand tu fais une activité, tu peux le faire. Et il m'a toujours encouragée justement à reprendre graduellement des activités, à faire des activités qui ne me provoquaient pas de douleur, à continuer, quoi. Et à côté de ça, à me procurer du coup les soins qui aidaient à ma guérison. Et en plus de ça, pour éviter de justement me reblesser, j'ai eu envie de comprendre pourquoi, comment je m'étais blessée, les mécanismes qui ont fait que le surentraînement, la fatigue, les problèmes qui peuvent causer des douleurs de dos en fonction de la manière de laquelle on se positionne, comment on fait les exercices, la biomécanique, tout ce qui est derrière ça. Et du coup, je me suis renseignée dans ça aussi. Ouais, t'as fait en parallèle, de recherche. En fait. C'est ça, j'ai fait de la recherche en parallèle, j'ai voulu comprendre comment je pouvais faire mieux. Faire mieux, puis en fait, c'est vrai que tu t'intéresses beaucoup au corps humain. Bon, d'ailleurs, tu l'as pas forcément souligné parce que c'était pas le moment, mais avant d'être graphiste, t'avais quand même cette fibre-là. Biologie, donc plutôt côté science. Et c'est vrai que ça ressort chez toi. Et alors, c'est vrai que tout le monde, on va dire dans la population générale, ne va pas prendre le réflexe d'aller creuser de manière aussi pointilleuse que ce que tu as fait et ce que tu fais encore, parce qu'en plus ça t'intéresse et si tu veux tu pourras en parler de ton côté, mais qu'est-ce que tu peux peut-être conseiller quand même à ce niveau? C'est sûr que tout le monde ne va pas aller lire de la littérature scientifique, lire des manuels, des bouquins, faire des formations, etc. quand on a envie de se lancer dans un sport. Par contre, ce que je conseille toujours, c'est de ne pas hésiter à demander à des gens qui savent et à prendre conseil à des gens qui sont là pour ça. Demander à des coachs ou dans notre entourage.
ou à la salle, si on va à la salle de sport, il y a toujours des coachs, des gens qui sont là pour nous aider. Et en fait, si nous, on ne sait pas, et qu'on a peur, et qu'on n'ose pas, on peut toujours demander. Il y a toujours des gens qui sont là pour ça, et dont c'est le métier, en fait. En fait, d'essayer de comprendre, déjà. Essayer de Tout comprendre. simplement, c'est de Essayer pratiquer de comprendre en se tournant vers comprenant. des gens qui sauront nous expliquer les choses. Si je veux me mettre à la course à pied, pas dire, bon, bah, demain, je vais courir 30 minutes. Avant de faire ça, c'est-à-dire voir un peu dans son entourage, est-ce que je connais des gens qui courent beaucoup? Et toi, tu as commencé comment? Tu cours depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Est-ce que tu penses que je devrais commencer en courant tout de suite ou marcher? Et ces gens-là vont dire, ah bah moi je sais pas, mais je connais cette personne, ou tu peux aller voir sur tel site, ou etc. Et peut-être qu'on va pouvoir réunir déjà des bouts d'informations dans notre cercle qui vont faire que on va pouvoir se lancer en ayant déjà un petit peu des connaissances sur comment commencer. Et plus on avance, plus il faut se tourner après vers des personnes qui sont compétentes si on veut continuer à progresser. Et après, ce que tu dis, faut pas non plus que ça devienne l'inverse, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de tout savoir sur Non, tout pour ça. vous y mettre. C'est qu'en plus, faire quelques petites recherches, s'y mettre, puis après, on fait des erreurs. Puis en faisant des erreurs, on se dit, peut-être qu'il faut que je vois telle chose, comment fonctionne telle chose. Si je me blesse, peut-être, et que je cours, peut-être que si je me blesse à la cheville, par exemple, et que je cours, peut-être qu'il faut que je me renseigne un peu plus sur comment renforcer mes chevilles ou comment remuscler mes pieds, etc. Enfin, il y a peut-être des choses comme ça qui vont venir aussi parce qu'on va se tromper et qu'on va un peu galérer sur certaines choses, se blesser, c'est possible. Les blessures sont pas toujours aussi extrêmes que la blessure que tu as pu avoir, tu vois. Mais de toute manière, toute personne qui va pratiquer une activité physique de manière régulière et de manière relativement intensive, à un moment donné, va avoir un petit bobo, va avoir une petite blessure. Enfin, on augmente les risques de se blesser, c'est logique. C'est ça, quand on fait rien, on risque rien. Donc, Et encore, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'au final, la sédentarité, on voit à quel point, tu vois, ça peut amener des problèmes, même de dos, parce que justement, on bouge pas assez, même des pathologies. Enfin, après, ça va être sur d'autres niveaux encore, mais des problèmes de... Oui, je vais peut-être pas me faire une entorse si je reste dans mon canapé. Après, je peux me faire une entorse si j'ai l'habitude de rester dans mon canapé et que du jour au lendemain, je descends les escaliers en courant et que mes chevilles sont peut-être trop raides, que j'ai un certain âge. C'est même le fait de... Beaucoup de gens pensent qu'en faisant du sport, on va se blesser. Si j'arrondis mon dos, je vais me blesser. Si je mets mon pied dans tel sens, je vais me blesser. Mais si c'est des choses qu'on ne fait jamais parce qu'on a peur de le faire, le jour où, par erreur, il se trouve que je vais ramasser un carton et puis je vais pas être tout à fait droite, ou hop, je vais trébucher et mon pied il va partir un tout petit peu, c'est là qu'on va se faire mal et qu'on va avoir des douleurs parce que justement on pratique pas, parce qu'on est sédentaire, parce qu'on fait rien et que notre corps est pas habitué à bouger en fait, à faire des choses. C'est vrai que le corps, tu vois, comme je me blesse moins depuis que je commence à faire de l'activité. Ouais, c'est clair que ça fait penser un peu à ce qu'on disait au début au niveau de la maladresse. C'est assez lié. Avant, c'est vrai que tu te faisais vite mal. Je me faisais tout le temps mal. Je ratais un trottoir, j'avais une entorse. Mais tu vois, il y avait aussi ce truc de... T'avais peut-être moins d'attention. Enfin, moins cette réactivité. De proprioception aussi. En fait, Et moi, je me rappelle toujours... Alors, c'est un truc qui m'a marqué... quand j'ai passé mon permis de conduire, parce que j'étais donc à l'auto-école, comme tout le monde, et je me rappelle de mon moniteur d'auto-école qui m'avait dit un jour, moi je faisais du basket à cette époque, mais les basketteuses, vous avez vraiment une vision de la route qui est... Vision périphérique. Ouais, parce que du coup, dans les sports collectifs, il y a la vision périphérique qui rentre beaucoup en jeu, c'est-à-dire qu'on a une lecture du jeu qui fait qu'on est capable de savoir où sont les adversaires sans les regarder directement. Donc on voit beaucoup avec la vision périphérique. Et du coup, c'est quelque chose qui aide beaucoup au niveau de la route, entre autres parce que quand on roule, bien sûr, on regarde devant. On peut regarder un peu sur les côtés par moment, mais je veux dire, on va principalement regarder devant. Mais si on voit, je sais pas moi, un cycliste qui passe sur le côté pendant qu'on est en train de rouler, peut-être qu'on va plus le capter dans notre vision périphérique parce qu'on l'a entraîné, cette vision périphérique, à travers l'activité physique. Et je trouvais que c'était super qu'il me parle de ça, parce que j'en aurais pas eu conscience. Et finalement, je me rends compte que c'est comme dans l'épisode où je parle des bénéfices cachés de l'activité physique, là, on voit très bien à quel point
ça peut avoir un impact sur des choses toutes bêtes de la vie, en fait. Et c'est sûr que dans ton cas, c'est vraiment le cas, quoi. Au niveau de la maladresse, c'est le jour et la nuit, quoi. Et oui, l'équilibre, la maladresse, les petites blessures tout le temps. Et toi, alors, tiens, bon, l'épisode, il va bientôt se terminer, mais j'aimerais quand même qu'on parle peut-être des erreurs que tu as pu commettre. Je sais pas si depuis le début où tu t'y es mise, et ben il y a des choses que maintenant que tu les regardes, tu vois, que tu te retournes, tu regardes en arrière, si tu devais refaire certaines choses, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Et je vois que ça se fait déjà sourire. Il y en a plein, surtout dans la musculation. Et je pense que les gens qui ont fait beaucoup de musculation, il y en a plein qui vont se reconnaître parce que déjà, ça évolue tellement tout le temps et on apprend tout le temps des nouvelles choses. Et quand on regarde des fois ce qu'on faisait il y a 5-6 ans, je me dis, mais ça c'est plus du tout. Par exemple, s'envoyer un shaker de protéines juste après la séance parce qu'on pense qu'il faut prendre des protéines dans les 30 minutes qui suivent la séance, sinon nos muscles ne vont pas grossir. Faire des séances, faire travailler un groupe musculaire à chaque séance et puis une fois par semaine où je vais marteler mes pectoraux le mardi et puis mes quadriceps le mercredi et puis mes biceps le jeudi. C'est des trucs un peu techniques que maintenant que je sais que ça n'a aucun sens. Oui, si je devais revenir en arrière, forcément, j'aurais des programmes super bien structurés. Mais au-delà même au-delà de l'aspect technique, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, que tu te rends compte maintenant ou est-ce qu'il y a peut-être même une grosse erreur, tu vois, qui t'a quand même fait réfléchir, tu vois. La grosse erreur qui m'a coûté ma blessure. Ça, je le vois parce que c'est l'erreur dont on parlait déjà au début, du fait du toujours plus, en fait, de vouloir absolument cocher ces cases et faire cette série et d'avoir cette rigidité qui fait qu'on n'arrive pas à décrocher, en fait. Et c'était le cas aussi même dans mon régime alimentaire, à un moment donné, où je voulais plus sortir voir du monde parce que j'avais cet idéal, cet objectif à atteindre. Oui, que t'étais très rigide dans ton alimentation. Ouais, mais parce que j'étais tellement focalisée, et en fait, je ne tolérais pas d'écart, et c'était pareil dans ma pratique sportive, et je sentais que j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de travail, mon sommeil était peut-être pas excellent, et pourtant, je voulais quand même faire mes séances, et je savais que plus je faisais les séances, plus je sentais ça tirait, j'étais fatiguée, je récupérais pas assez, je récupérais mal, j'avais plus envie d'aller m'entraîner, je dormais moins bien, et tout ça, c'est des signes que maintenant, je sais que c'est des signes de surentraînement qui sont classiques, mais à l'époque, je le savais pas, et je voulais aller jusqu'au bout de mon bloc d'entraînement. En plus, j'avais mes 5, 6, 7 répétitions max à faire, des records, etc. Et même ce jour-là, j'y suis allée, j'avais mon squat, il fallait que je fasse mes séries de 8 au squat, le plus lourd possible en gros, et en y allant, je sentais que ça tirait et tout, mais j'avais tellement envie de le faire. Puis t'avais vraiment en plus le conditionnement mental. C'est la dernière semaine de mon programme, j'étais tellement conditionnée, j'avais raté aucun entraînement, j'étais surtout... Et en fait, c'est pas passé. Et même, j'ai fait ma première série, je sentais que c'était pas bon, mais je pouvais pas faire juste une série et arrêter, rentrer chez moi. Il fallait que j'aille au bout de ma séance, en fait. C'était pas possible. T'avais vraiment pas... En fait, t'avais pas du tout de flexibilité, non, en fait. j'avais cette... En fait, comme si je jouais ma vie, alors que pas du tout. Et en plus, c'est même pas comme si j'étais dans un club ou sportif de haut niveau, mais c'est un peu cette rigidité-là qui allait trop loin, et je voulais pas m'arrêter là, alors que j'étais si près d'avoir fini mon bloc d'entraînement, 5e semaine, 3e jour. Et ben non, en fait, j'ai fait ces séances... cette séance de squat, lourd. Je suis rentrée chez moi, j'étais tellement fatiguée, je me suis mise dans mon canapé, avachie, comme ça. Le pire, en gros, quoi. Je suis restée comme ça. Le week-end, on a pris la voiture, on est allé à Grenoble, et terminé. En fait, ça a lâché. C'était vraiment les gouttes d'eau. Ouais, t'as poussé jusqu'au bout du bout ton corps, et ça... Et je l'ai payé, ouais. Je l'ai payé très cher, parce que là, je pense que je vais faire attention toute ma vie. Donc forcément, oui, c'est vrai que... Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de flexibilité. Si je dois changer des exercices au sein de mes séances, là, j'avais un peu mal au dos cette semaine, la semaine dernière, c'est pas grave, j'ai pas fait de soulevé de terre, j'ai pas fait de squat, je change par des exercices qui me font pas mal.
Donc je décale. cette erreur-là, elle t'a permis de trouver Ah oui. une certaine flexibilité. Et aussi même, je reviens sur l'aspect social, parce que en plus, ce qui est drôle, c'est que pour toi, l'aspect social, c'est ce qui t'a quand même amené en grande partie à pratiquer. Et on voit aussi que ça a été le truc qui t'a... Enfin, qu'après, en fait, la pratique t'a amené à t'éloigner de l'aspect social. Et du coup, c'est un petit... Ouais, ça me fait vraiment penser à ça aussi, bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais c'est vrai que bah, je trouvais que le côté... Enfin, le manque de flexibilité, il t'avait poussé à t'éloigner de tes relations sociales, et que là, en retrouvant de la flexibilité, bah, maintenant, t'es quand même beaucoup plus à l'aise Mm. dans ça, et moins... Bah, peut-être moins contrainte. Mm. Oui, oui, c'est ça, complètement. Là, j'ai moins. C'est pas que je prends ça plus à la légère parce que j'ai envie de pouvoir récupérer à mon niveau et progresser encore plus. Mais c'est que je me mets moins de pression, je mets moins cette pression-là. Je le Surtout fais en quand. termes de temps, finalement. Mm, Parce que la pression, c'est aussi beaucoup lié mm, au temps qu'on se donne. c'est ça. Et là, si toi, tu te donnes plus de Et temps, ben ça là, peut... à l'inverse, j'organise mon entraînement autour de ma vie sociale, entre guillemets. Si je sais que je dois partir en week-end pendant 3 jours, bah cette semaine-là, je vais faire que 4 séances ou 3 séances, ou je vais les organiser un peu différemment, je vais bouger du lundi au mardi, je vais changer les jours auxquels je m'entraîne, etc. Si j'arrive à la 3e ou la 4e semaine de mon programme et que je sens que je suis plus fatiguée, que mon bas du dos il est fatigué, que ça tire, et que j'avais prévu de faire une série de 3 super lourdes, bah je vais pas le faire. Je dis c'est pas grave. Mais Je vais, c'est cette flexibilité que tu as maintenant qui, je pense, t'aide aussi à ce que ça Mm. dure. Parce que de toute manière, il n'y a pas de secret, en fait. Même s'il y a des recommandations en activité physique qui sont comme ça, et on en parle justement avec Rodolphe dans l'épisode sur les bases de l'activité physique, bah, à un moment donné, il faut mettre de la flexibilité, Mm. parce que c'est ça qui fait qu'on ne va pas culpabiliser dès qu'on va manquer une séance, Mm. et puis qu'on va surtout s'organiser peut-être différemment. Parce que comme tu le dis, Mm. finalement, bah, c'est pas parce que tu as un plan qui est comme ça que ton plan, tu peux pas un peu le faire bouger, le manier un peu différemment. Mm. Et je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Mm. Maintenant, si tu devais regarder un petit peu en arrière, tout le chemin que tu as parcouru, Mm. qu'est-ce que tu te dis maintenant? Bah que déjà je suis assez contente. Je pense que si on m'avait dit avant qu'on se connaisse, quand j'étais dans mon canapé, que je pourrais faire toutes ces choses aujourd'hui, j'aurais dit n'importe quoi. Enfin, jamais, jamais de la vie. J'aurais même pas eu envie, en fait. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Je me demande comment j'ai pu avoir ce mode de vie là aussi sédentaire sans changer avant de comportement. Donc non, c'est sûr que j'ai ça et puis ma qualité de vie est bien meilleure. En fait, je suis globalement super fière de mon parcours, malgré cette blessure-là qui, mine de rien, bah, m'a quand même appris des choses et m'a quand même fait changer un petit peu mon cap. Donc c'est pas, de toute façon, c'est pas mauvais. J'ai rien perdu. Mais mais ouais, non, je suis globalement, je trouve que Bah, je pense que tu peux l'être. ouais, Bravo en tout cas merci. bah, pour cette belle évolution, parce C'est que pas fini, j'espère. c'est pas fini et ça continue. Enfin, le but du jeu, c'est de toute façon le faire Le but du jeu, durer. c'est de le faire le plus longtemps possible. Voilà, le faire le plus longtemps possible. Et moi qui ai pu voir tous les coulisses de toute ton évolution, Ouais. c'est vrai que c'est assez incroyable et assez beau. Et je trouve que bah, c'est inspirant. Alors, je sais pas à quel point vous pouvez vous reconnaître dans ce que Sarah a dit, mais même si vous n'avez pas le même profil, même si vous n'avez pas forcément le même âge, alors on n'a pas dit ton âge, mais tu as 30 30 ans, ans. même si vous n'avez pas le même âge, il y a quand même des traits ou des choses que vous pouvez tirer. Et bah, ne serait-ce que sur l'aspect de télétravail, par exemple, ça peut parler à Mm. beaucoup de monde. Après, la force athlétique, bon, c'est un sport de niche, comme on Oui, l'a dit, mais ça peut être un autre sport chose. comme un autre, quoi. Ça Ouais, peut être c'est autre ça. chose, voilà. Après, à vous de transposer certaines choses, d'essayer de vous nourrir de ce genre de témoignages, parce que plus vous allez, en fait, cultiver des exemples tels que celui-ci, plus vous allez bah, vous entourer de personnes qui pratiquent, ou en tout cas vous y intéresser, plus vous allez baigner un peu là-dedans d'une manière ou d'une autre, plus ça va justement vous encourager à le faire. Donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre en place ce format-là au moins une fois par mois. Si j'arrive à le tenir, ça serait vraiment top, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons à tirer de chacun, chacune.
Donc merci beaucoup Sarah pour ça. Et avant de se quitter, j'aimerais bien peut-être, alors si tu as un conseil à partager, ça peut être aussi une ressource, parfois on a un livre en tête ou quelque chose, une anecdote, enfin si tu as quelque chose à nous partager et à partager à ceux qui aimeraient du coup se remettre ou se mettre tout court à la pratique de l'activité physique, qui aimeraient le faire de manière durable, qui ont envie de l'intégrer dans leur mode de vie, voire même à ceux qui ont du mal à le faire, qui sont plutôt là en ce moment dans une période où ils s'y mettent, ils arrêtent, ils s'y remettent, ils arrêtent. Si vous êtes en tout cas dans une situation peut-être pas encore aussi avancée que toi où t'en es dans ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais justement suggérer à ces personnes ? Je pense que quelque chose d'important et peut-être que ça se serait passé différemment si j'avais pris ce chemin-là dès le départ, c'est de pas se comparer aux autres, mais de s'inspirer des autres. C'est-à-dire que si au tout départ, quand j'étais entourée de toi et de tous tes amis Stabs qui étaient tous bien plus en forme que moi, bien meilleurs que moi, c'est facile en fait de se comparer et de se dire de toute façon moi à côté je suis nulle, ça sert à rien, j'aurai jamais ce niveau-là. C'est facile et c'est vite arrivé et tout le monde peut le faire, alors que ça a un côté aussi super inspirant de voir des gens qui eux sont en condition et de voir des gens dans notre entourage qui sont motivés, etc. Donc je pense que ça c'est super important de pas se comparer parce qu'on s'en fiche et tout le monde est différent et on n'aura jamais peut-être le même niveau que quelqu'un d'autre dans telle ou telle chose. Mais ce qui est important c'est de s'inspirer et de trouver des gens et peut-être des objectifs ou des choses qui nous inspirent et qui sur nous attirent vers qui nous attirent, oui, c'est ça. Ok. Je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose, mais je trouve que déjà c'est une belle manière de conclure l'épisode. Et effectivement, de se comparer, ça peut avoir ce côté-là négatif et renvoyer un petit peu à ce qu'on n'aime pas chez soi, peut-être. Mais comme tu dis... Plutôt que de regarder ce qu'on n'aime pas chez soi, regarder ce qu'on aimerait être à la place. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et qu'est-ce que je peux faire pour petit à petit arriver à cet idéal de moi au final que j'ai. À devenir la personne que tu as pas envie cet d'être. idéal de telle ou telle personne que je pourrais peut-être jamais atteindre parce que je suis pas telle ou telle personne, mais on a tous un idéal de soi-même où on se voit mieux que ce qu'on est. Et je pense que tout le monde est capable d'atteindre ça. Il faut juste trouver les bonnes inspirations et les bonnes motivations qui vont faire qu'on va sauter le pas, quoi. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. Je te remercie beaucoup Sarah et puis continue sur ta lancée, franchement c'est super et très inspirant. Allez, à bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Bye. C'est tout pour aujourd'hui, enfin presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !